Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invité est Thomas Rousseau, secrétaire départemental des Républicains d'Ille-et-Vilaine, coordinateur régional de la campagne de François-Xavier Bellamy. Il est avec nous en direct ce matin, je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon. Alors nous allons parler de politique et d'Europe ce matin, puisque on avance dans cette campagne pour les élections européennes du 9 juin. Je le disais en commençant, vous êtes le coordinateur régional de la campagne de François-Xavier Bellamy. On voit quand même que la campagne de la droite a du mal à décoller, un petit peu écrasée qu'elle est entre Renaissance d'un côté, le Rassemblement national de l'autre, et également la coalition PS Place Publique qui gagne quelques points. Comment ça se présente aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, c'est un plaisir de mener cette campagne auprès de François-Xavier Bellamy. Je trouve que c'est un excellent candidat. Il incarne l'espoir vraiment de la droite française. Voilà. Ça, c'est le message d'espoir que je voudrais donner. C'est quelqu'un de fond, de qualité. Il a un véritable charisme. Et effectivement, dans les sondages, il stagne. Il est autour de 8%. En revanche, il fait une très belle campagne de fond. Son lancement de campagne le 23 mars a été un succès, 3500 personnes, et avec son trio Céline Imar et le général Gomard, il incarne ce que je trouve être la synthèse des droites sur le plan idéologique. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à décoller ? C'est le fait de la puissance, j'allais dire, du Rassemblement national ? Moi, je crois déjà qu'il y a encore 2 mois de campagne. La campagne n'a pas encore véritablement commencé. Voilà, ça c'est le point que je vois. Les militants commencent à se mettre sur le terrain. Nous, ça fait des semaines que nous sommes à Rennes, parler des Rennais, que ce soit sur les marchés et en porte-à-porte, à faire connaître les propositions, les bilans de François-Xavier Bellamy et de sa future liste. Donc moi, ce que je pense déjà, et je lance un appel aux électeurs de droite, c'est venez nous soutenir et votez pour François-Xavier Bellamy, parce que c'est lui qui incarne le projet au barycentre des droites. Voilà. Et c'est lui qui a un bilan qui a réussi à faire porter la voix de la France depuis 2019 dans l'Union européenne, et qui va continuer à le faire, et qui va continuer à porter une notion simple, c'est que nous en France, nous voulons reprendre la maîtrise de notre destin en Europe, et nous voulons une Europe plus démocratique, moins technocratique, et surtout nous voulons une Europe des nations. Europe des nations avec la souveraineté, évidemment, c'est le grand mot que l'on entend un peu partout aujourd'hui, dans tous les thèmes possibles, que ce soit l'agriculture, la pêche, l'énergie. Aujourd'hui, on a perdu beaucoup de souveraineté. Les pays européens ont perdu beaucoup de souveraineté. L'Europe des nations permettrait à chaque pays de retrouver un peu plus de souveraineté. Mais moi, j'en suis convaincu. Je ne crois pas à la souveraineté européenne. Je trouve qu'il y a un amalgame, notamment chez les macronistes, et j'entends parfois le concept de souveraineté européenne qui, pour moi, n'a pas de sens. C'est effectivement une Europe plus puissante, une Europe prospère, mais dans le respect de la souveraineté des nations. Voilà. Et donc, quand vous parlez de l'énergie notamment, moi, ce que je retiens, et c'est un point du bilan de François-Xavier Bellamy, c'est qu'il a réussi à faire rentrer le nucléaire dans le plan de relance européen. Donc, il a réussi à valoriser notre filière nucléaire pour qu'elle soit reconnue en Europe, et il s'est battu contre les Allemands pour réussir à ça, et surtout contre les macronistes qui ont voté contre. Voilà. Alors l'énergie, c'est un grand enjeu. On voit aujourd'hui, avec les difficultés liées à l'inflation, les difficultés des Européens, on va parler aussi des Français bien sûr, ces difficultés à pouvoir payer aussi leur énergie qui coûte de plus en plus cher. On le voit aussi avec les conflits un petit peu partout dans le monde. Ça a aussi une influence sur les coûts de l'énergie. Est-ce que demain, il faut retrouver, par exemple, pour chaque pays, sa souveraineté énergétique, et justement peut-être sortir de ce calcul européen de l'énergie ? Moi, je pense qu'il faut une coopération au niveau européen. Après, il faut effectivement reconstruire cette filière nucléaire en Europe, mais qu'elle reste à la maîtrise des Français. Donc, en France, nous devons réinvestir dans le nucléaire. Et là, je suis heureux que Emmanuel Macron ait fait volte-face. Mais si on a une hausse du prix de l'énergie, ce n'est pas seulement la guerre en Ukraine, ça a été déjà avant. Et c'est surtout l'erreur catastrophique d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, c'est la fermeture de Fessenheim. Voilà. La fermeture donc de cette centrale atomique, exactement, de cette centrale nucléaire. Exactement. Voilà, je reprends l'ancien terme. Aussi un peu parce qu'il y avait la pression des Allemands. Oui, exactement, mais vraiment, je pense que le cœur du sujet, c'est que nous relancions pleinement
notre filière nucléaire en France pour déjà créer des emplois locaux, maintenir des savoir-faire locaux, et ça c'est très important parce que ça permet une économie décarbonée, compétitive et souveraine. Voilà, tout en gardant aussi l'éolien et le solaire, les énergies durables, les énergies durables et le nucléaire peuvent coexister. Moi je pense qu'il faut aussi investir dans l'hydrogène, notamment. Il faut un moratoire sur l'éolien. Là nous sommes à quelques kilomètres de nos côtes. Je pense qu'il faut stopper les projets éoliens. Je suis contre l'éolien. Et pourquoi ? Parce que l'éolien fonctionne aussi notamment en parallèle avec l'industrie du charbon. Et pour moi, le cœur, en tout cas, de l'industrie, d'un nouveau modèle, en tout cas décarboné, compétitif, basé sur le progrès technique, reste sur le nucléaire. Avec aussi les considérations environnementales. Aujourd'hui, on s'inquiète beaucoup pour le climat, pour l'environnement. On voit beaucoup de jeunes qui militent, pas forcément au sein de partis politiques, mais qui s'engagent pour la protection du climat. Oui. Est-ce que cet enjeu-là, demain, c'est aussi la corrélation avec l'enjeu énergétique ? Oui, et ça, c'est très important. Et je reprends d'ailleurs un point du bilan de François-Xavier Bellamy, qui a réussi à mettre en place une taxe carbone sur les frontières de l'Europe. Donc, c'est aussi un enjeu européen que de préserver notre environnement, de lutter contre le réchauffement climatique. Mais après, nous ne nous trompons pas de combat. Les émissions de carbone de la France dans le monde, c'est 1%. Donc, nous sommes déjà les plus vertueux grâce au nucléaire. Donc, poursuivons dans le nucléaire. Et surtout, voilà, si la France insoumise souhaite lutter contre le réchauffement climatique, eh bien qu'elle aille faire du lobbying en Chine ou aux États-Unis, parce que c'est là qu'il y a les vrais enjeux. Notamment, je pense à l'industrie du charbon, qui est aussi extrêmement présente en Pologne, en Allemagne et en Angleterre. Et c'est là qu'il faut réinvestir dans le nucléaire. Avec des enjeux géopolitiques, vous citiez les États-Unis à l'instant, bien qu'en ce moment ils soient en mauvaise posture, Donald Trump est quand même donné vainqueur dans les sondages. Là aussi, ça pourrait rebattre les cartes, alors pas seulement au niveau économique, mais aussi au niveau géostratégique. Alors, il y aura peut-être des changements, effectivement, si Trump est élu à la fin de l'année. Après, moi, ce que je vois entre la ligne de Trump et de Biden sur le plan géopolitique et géostratégique, la ligne est la même. Voilà. Donc ça, c'est quand même important. Après, c'est un signal aussi pour la France et pour l'Europe. C'est aussi la maîtrise de la France de relancer son industrie de défense. C'est essentiel. Nous devons compter d'abord sur l'armée française, sur notre réarmement et et pas seulement dans les mots, comme l'emploie Emmanuel Macron, mais sur la hausse du budget notamment, et c'est ce que propose François-Xavier Bellamy ou le général Gomard, c'est une hausse du budget, elle est maintenant à 1,9%, donc c'est encore insuffisant, mais doit augmenter jusqu'à 3%, je pense, en France. Voilà. Notamment, comme pour les autres pays européens, et puisqu'on poursuit sur l'armée et sur le réarmement, je crois à une coopération des armées, mais pas une armée européenne. Voilà. Donc voilà, nous devons rester souverains aussi en la matière. Une armée protège une nation. Voilà. Il n'y a pas de nation européenne. Alors reste la force de frappe nucléaire, elle est française, pas loin de chez nous, à l'île Longue entre autres. Elle peut protéger l'Europe, la force nucléaire française, si demain l'Europe était attaquée. Alors on pense beaucoup à la Russie évidemment. Où est-ce qu'il faudra voir à équiper d'autres pays d'une force de frappe nucléaire également ? Encore une fois, je crois à une coopération de nos armées. Donc il faut mutualiser les moyens. Après, cette force de frappe nucléaire reste une force de frappe française, voilà, mais il faut une coopération avec l'armée britannique, notamment les Polonais se réarment aussi, notamment, donc une coopération avec cette armée, mais nos outils stratégiques doivent rester français pour protéger les Français et nos intérêts géostratégiques. Alors on voit aussi l'armée et la diplomatie très proches finalement avec la guerre en Ukraine d'un côté où là on pourrait dire que le dossier diplomatique est un peu au point mort. On le voit aussi en Israël avec les attaques de Hamas et plus près de nous de l'Iran. Là aussi ça change la donne. Est-ce que on va avoir vocation aussi à renforcer notre diplomatie et puis peut-être aussi conserver notre siège, en tout cas je parle de la France au Conseil de sécurité. Depuis quelques années, plusieurs pays européens font un petit peu du pied à la France pour dire ben voilà, on voudrait bien y être aussi.
Alors, déjà, je ne suis pas un partage de ce siège avec notamment l'Allemagne. Je crois qu'il y avait une proposition. J'y suis opposé. L'Allemagne est notre allié, mais voilà, nous avons notre histoire, notre identité et nos intérêts diplomatiques à préserver. Voilà, je pense qu'il faut effectivement reconstruire la diplomatie qui a été également, entre autres, je dirais, détruite par Emmanuel Macron, qui a réformé le corps diplomatique. Je pense que c'était une erreur. Donc il faut réinvestir dans la diplomatie, en plus de réinvestir et de réarmer notre pays pour avoir, je dirais, les stocks adéquats de munitions pour vraiment défendre le pays, notamment sur les nouvelles technologies aussi. Il faut réinvestir partout pour se réarmer. Et ça, pour moi, c'est vraiment un élément qui est essentiel. Avec une grande difficulté, la France est à 5,5% de son PIB en termes d'endettement. 1000 milliards d'euros de plus, le chiffre est assez astronomique. Oui. On arrive à 3100 milliards d'euros, je crois, si mes calculs sont bons, de déficit. Comment aujourd'hui trouver de l'argent pour justement conduire ces grands programmes comme le programme de défense? Oui, alors... effectivement, donc ça c'est encore je disais entre autres, c'est encore un bilan d'Emmanuel Macron qui est catastrophique. Il y a un historique de dette, c'est vrai, mais il y a un décrochage qui est extrêmement fort sur la dette, où à la fin du bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy, le stock de dette allemand et français sont équivalents. Maintenant, après Hollande et Emmanuel Macron, le Mozart de la finance, le stock de dette est 2 fois plus élevé en France. Donc il y a un décrochage phénoménal à partir de 2011-2012 qui est dû à Hollande et la très mauvaise gestion d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire. Mais nous avons alerté en 2022 sur cette problématique. Nous avions aussi alerté en 2017. Les Républicains ont fait des propositions, notamment pour réorganiser l'État, le train de vie de l'État, et c'est pas seulement pendant le Covid, c'est avant Covid. Ça, c'est encore le bilan calamiteux d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. Mais il y a eu un certain nombre de propositions et je pense qu'il faut réorganiser complètement l'État. Et c'est ça qui doit être important, c'est ça qui doit être au centre en fait des économies. Et ce que je vois en ce moment sur les discussions de Bruno Le Maire et d'Emmanuel Macron, c'est qu'on ne concentre pas les choses sur le sujet réel. Voilà. Voilà. Et le problème aussi, c'est les 58% de dette publique, de dette sociale. Donc c'est ça qui est catastrophique. Et en fait, en termes de PIB, nous consommons 30% pour le social et moins de 2% pour le régalien. Et ça, c'est gravissime, surtout quand vous le dites en période de conflit géostratégique où la France a besoin de se réarmer, de retrouver son rang et de reconstruire sa diplomatie. Alors le social, le mot est lâché. On a entendu Bruno Le Maire s'exprimer en disant voilà, il va falloir diminuer l'assurance chômage, il va falloir revoir un petit peu les grands principes de l'assurance maladie. On a l'impression quand même qu'on va chercher l'argent plutôt vers les plus pauvres, alors que si on entend la gauche, voilà, comme toujours, alors que si on entend plutôt les forces de gauche, elles demandent, elles, qu'on aille chercher l'argent peut-être vers les industries qui réalisent alors les fameux super profits. Moi, je crois déjà qu'il faut que l'État revoie son train de vie. Voilà. Ça, c'est important. Je pense encore une fois qu'il est essentiel que nous ayons une vision sur le rôle de l'État et qu'en conséquence, nous réorganisions l'État. Voilà, pour dégager un certain nombre d'économies. Et le problème, c'est qu'en ce moment, ce sont des économies de bout de chandelle qui sont réalisées, 100 millions sur la police, 500 millions sur l'éducation. C'est impossible de concevoir comme ça une réduction à long terme de dette publique qui compte 3100 milliards, effectivement, avec un déficit public de plus de 5%. Il faut revoir les dépenses sociales, notamment, le problème aussi est là, c'est que la pression migratoire fait que 500 000 entrées par an, nous sommes complètement dépassés par cet accueil et nous devons stopper l'immigration légale et réduire drastiquement l'immigration légale. Voilà. Et par ailleurs, et comme cela aussi, dégager un certain nombre d'économies. Les Républicains l'ont fait notamment sur l'AME, je prends un exemple, c'est à peu près 1 milliard, où voilà, d'autres postes doivent être imaginés. Les Républicains ont fait un certain nombre de propositions dans le cadre de la loi immigration. Alors, la loi immigration et le pacte immigration aussi, il a été voté par les parlementaires européens. J'ai cru comprendre, si ma lecture de l'actualité est bonne, que LR, en tout cas
la droite n'avait pas souhaité voter pour ce pacte immigration. Exactement. Alors pourquoi ? Parce que en tout cas le cœur du sujet, c'est comment nous contrôlons, nous stoppons l'immigration illégale. Voilà. C'est l'immigration illégale en ce moment depuis le début de l'année, c'est à peu près 20 000 entrées sur le territoire en Europe. Voilà. Donc il y a plusieurs choses à faire. Je pense qu'il faut renforcer Frontex. Voilà. Il faut avoir une politique, encore une fois, de coordination à l'échelle de pays, mais que chaque pays ait la maîtrise de leurs frontières. C'est la logique des doubles frontières, évidemment, à reconstruire, que François-Xavier Bellamy avait proposé en 2019 et qu'il milite encore pour. C'est reprendre la maîtrise de nos frontières en France, mais une meilleure coordination et plus d'investissement sur les frontières européennes. Voilà. On sait dans ce pacte immigration que les réfugiés qui arrivent sur le territoire européen, leur dossier sera traité sur le territoire européen, avec, on le dit en tout cas, peu de chances de les renvoyer dans leur pays, même si leur dossier passe pas. C'est une des raisons pour lesquelles la droite n'a pas voté ce pacte. Oui, et c'est l'autre raison, et la raison principale, c'est que ce pacte ne permet pas véritablement de lutter contre l'immigration illégale. Voilà. Alors, il y a aussi le grand sujet de la sécurité. On entend beaucoup le Rassemblement national s'exprimer là-dessus, de la sécurité, qu'on pourrait peut-être presque grouper avec l'éducation aujourd'hui. Vous parliez tout à l'heure des réductions de moyens. Est-ce qu'il faut geler justement ces réductions de moyens pour la sécurité? Alors, on va dire très clairement pour la police, pour la gendarmerie, mais également pour l'éducation, parce qu'on voit aujourd'hui que dans nos écoles, eh bien, on a des faits divers. Voilà, faits de société ou faits divers. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut donner plus de moyens, finalement, j'allais pas se dire tant pis pour la dette, mais pour l'éducation? Alors oui, effectivement, surtout sur ces fonctions névralgiques, stratégiques et d'avenir, il faut investir sur les générations futures. Et pour moi, la reconstruction de la France passe par la reconstruction de l'école. Parce que c'est le cœur de la transmission du savoir. C'est aussi le sens de la candidature de François-Xavier Bellamy, et c'est pour ça que j'appelle à le soutenir à droite plutôt que d'autres, parce que lui, il est professeur de philosophie, donc il connaît concrètement ce qui se passe à l'école. Voilà. Et pour moi, ce n'est pas seulement une question de moyens, c'est aussi une question de contenu. Non seulement sanctuariser les savoirs, mais les reconstruire aussi. Voilà. C'est densifier les programmes scolaires aussi, par exemple, c'est transmettre aussi une culture patriotique. Voilà. Pour reconstruire une culture commune, et effectivement, je trouve que ces problèmes sont liés, et c'était d'ailleurs le sens de notre intervention, une soirée thématique sur la sécurité que nous avons effectuée il y a 2 semaines à Rennes, quelques jours après les fusillades du Blône. C'est que pour moi, régler ce problème simplement par un sujet de moyens policiers ne suffira pas. Il faut effectivement proposer l'armement de la police municipale, des vidéoprotections, plus de moyens. Il faut reconstruire notre autorité, mais surtout et avant tout reconstruire l'école. Voilà. On a l'impression que l'école s'éloigne un peu de la République, en ce sens où aujourd'hui l'école est devenue un terrain idéologique. On y parle de religion, on n'en parlait pas avant. On voit aussi la pression de l'islam radical. Il ne s'agit évidemment pas de stigmatiser les musulmans, on parle bien de l'islam radical qui fait son lit un petit peu dans l'éducation. Est-ce que là aussi il faut des manières, en tout cas un côté un peu plus coercitif? Est-ce qu'il faut apporter non seulement les moyens, mais la coercition, en fait, au sein de l'école? Oui, bien sûr. Déjà protéger les enseignants, les élèves, mais après aussi, effectivement, quand je parlais de la reconstruction de notre autorité, passe aussi par là. Je rejoins d'ailleurs le bilan de François-Xavier Bellamy, qui lui lutte concrètement contre l'islamisation de l'Europe et contre les problèmes de l'islamisme, où il a fait passer un amendement pour stopper la publicité et la promotion du voile islamique dans l'Europe. Voilà. D'ailleurs, contre lequel, évidemment, les députés macronistes ont voté contre. Voilà. Donc ça, c'est le bilan de députés de gauche qu'il faut absolument dénoncer. Et je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut véritablement, et ça, c'est encore le projet de François-Xavier Bellamy, c'est poursuivre en ce sens pour protéger, pour préserver notre culture judéo-chrétienne qui doit rester le terreau et le socle de l'identité des nations en Europe.
Alors, on a la France, on a l'Europe, et puis on a cette diversité. Comment accueillir la diversité, mais l'accueillir et la bien accueillir, et à la fois eh bien refuser ceux qui ne respectent pas finalement les règles européennes et les règles de la République si on se place en France. Est-ce qu'il faut justement dans ces problèmes migratoires, comme dans les problèmes de sécurité, voir à long terme? Est-ce qu'on a oublié le long terme en politique? Oui, on a complètement oublié la vision de long terme. Mais pour moi, on accueille d'autant mieux que si on propose l'assimilation républicaine, l'assimilation aux valeurs françaises, au bien commun de la France. Voilà. Et c'est ça qui est essentiel. Alors, il y a aussi les territoires. Alors, on en parle beaucoup aujourd'hui des territoires. C'est un débat qu'il y a souvent avec nos invités ici dans la matinale. Les territoires, aujourd'hui, on parle d'Europe des nations. En tout cas, la droite est attachée, LR est attachée à cette Europe des nations qui était l'apanage du général de Gaulle en son temps. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'une Europe qui serait différente, d'une Europe fédérale, peut-être même d'une Europe des régions. Est-ce que pour vous, ça peut être peut-être une alternative ou vraiment il faut fermer cette porte à l'Europe des régions? Moi, je suis toujours ouvert au débat. Après, effectivement, ce n'est pas ma philosophie. Voilà. L'Europe des régions, le respect des régions, une forme de décentralisation, évidemment, c'est absolument nécessaire. Le principe de subsidiarité, évidemment. Mais après, l'autonomie, aller vers l'autonomie de la Corse, par exemple, ou de la Bretagne, j'y suis opposé. Je pense qu'il faut respecter l'identité de la Bretagne, des langues régionales, etc. Ça reste notre terreau culturel, notre tradition, notre identité à préserver et à transmettre. Après, l'Europe est faite de nations qui restent, qui doivent rester intactes. Voilà. Et c'est moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que le projet fédéraliste, c'est le projet de Raphaël Glucksmann et de Valérie Ayer, qui reste un projet de gauche sur lequel je reste opposé. Alors on dit la France est de droite. Pourquoi ça fonctionne pas pour les élections européennes? Voilà, je vous taquine un peu. Écoutez, je pense que ça va fonctionner. En tout cas, moi, je suis convaincu. Et encore une fois, François-Xavier Bellamy, c'est l'espoir de la droite française. Donc, rassemblons-nous autour de lui et faisons voter François-Xavier Bellamy. Et que les électeurs ne se trompent pas de choix et surtout soient convaincus de son discours, de la puissance de son discours, de ses idées, parce que ce sont ces idées qui vont faire gagner la France au sein de l'Europe. Voilà, pour maîtriser notre destin. Le résultat de ces élections européennes, on imagine, va peser sur la suite, parce que en 2027, ça ne vous aura pas échappé, il y a l'élection présidentielle. Comment vous voyez le scénario ? Écoutez, chaque chose en son temps. Il y aura les européennes, après il y aura les municipales en 2026, voilà, que nous préparons activement avec Rennes à droite à Rennes, et que j'espère que un maximum d'élus de droite seront élus partout en France, voilà, sanctionneront les élus macronistes partout en France aussi, comme ils vont être sanctionnés pour les européennes. Et moi, je suis confiant pour 2027 parce que je sais que nous avons des candidats de qualité qui se préparent, notamment David Lisnard, notamment Laurent Wauquiez. Ce sont des rassembleurs, ce sont des personnes qui ont des idées puissantes, qui sont en train de travailler leur vision. Et donc, je suis confiant dans la préparation de leur candidature. Alors, les territoires, les villes, les campagnes, on le voit ici, il y a cette montée du Rassemblement national dans les campagnes, particulièrement en Bretagne. Est-ce que ça vous a surpris, voilà, ces intentions de vote importantes, même si la Bretagne reste encore une fois, un peu à part? Mais non, ça ne me surprend pas. Et je pense que comme il y a une manque d'une vraie vision sociale et de risque de fracture, on voit une forme de Bretagne à deux vitesses, donc le vote du RN qui monte aussi en Bretagne, partout en France. Après, je ne pense pas que ce soit le vrai problème. Quand on voit l'explosion de l'insécurité, de l'immigration, l'explosion de la dette, pour moi, il faut des solutions de droite qui sont incarnées maintenant par François-Xavier Bellamy. Voilà. Est-ce que les solutions passent aussi par le social? On a parlé du social tout à l'heure, qui coûte cher à la collectivité. On le voit par exemple pour les départements avec la gestion du RSA. Est-ce qu'il faut repenser le social? Est-ce qu'il faut finalement repenser le rapport au travail aussi? Il faut repenser le social, le rapport au travail. Nous avons d'ailleurs fait hier un certain nombre de propositions, parce qu'il y avait un conseil municipal à Rennes, notamment sur le problème de l'accès au HLM. Voilà, il y a un rapport la semaine dernière qui est sorti, le rapport Aubin, qui montre que les HLM en France ne répondent plus à leur vocation d'origine, qui était un logement de transition, et alors que maintenant,
35% de la population française issue de l'immigration extra-européenne vit en HLM. Voilà. Et donc ça, c'est la réalité. Ce sont ces quartiers qui concentrent les problèmes, violences, on en a parlé du Blôme. Donc il faut une vraie vision pour accompagner, pour proposer le travail, pour proposer la dignité, la responsabilité, par la liberté aussi. C'est aussi une valeur cardinale de la droite qui est portée par François-Xavier Bellamy. Alors la liberté, c'est aussi la liberté de se loger. Hein. Vous parliez du logement. Il y a une crise du logement un peu partout en France. Là encore, la Bretagne n'échappe pas à la règle. Est-ce qu'il faut repenser le logement, y compris dans nos campagnes? Est-ce qu'il faut changer les règles en un mot? Alors moi, je vois évidemment cette crise du logement qui est gravissime. Qui est une explosion potentielle, une vraie bombe sociale. Donc là encore, il faut proposer une vision sociale pour l'accès au logement, pour les plus nécessiteux, pour les plus fragiles, surtout pour ceux qui travaillent. Voilà, c'est ce que j'expliquais hier dans ce communiqué, c'est que pour moi, il y a une crise du logement que le gouvernement ne traite pas, mais qui est aggravée par les choix catastrophiques des municipalités socialistes, notamment à Rennes, notamment à Nantes, et que la solution du parc HLM jusqu'à 40% a des effets pervers, et il faut proposer une vraie vision pour justement sortir les personnes de la pauvreté et pas les maintenir. Il faut les sortir par le travail et par la liberté. C'est ça qui est essentiel. Voilà. Et je pense qu'il faut repenser effectivement complètement la politique du logement. Alors, il nous reste 2 petites minutes. On sait que la droite est attachée aux valeurs. On a parlé tout à l'heure du général de Gaulle, évidemment. On ne pouvait pas faire l'impasse. Il y a quelques jours, on a commémoré les 50 ans de la disparition de Georges Pompidou. On avait affaire là à des personnages, en tout cas de l'histoire pour le général de Gaulle. Et même si Pompidou n'a pas été longtemps aux affaires, la maladie l'ayant rattrapé, qu'est-ce qui reste de l'héritage de Georges Pompidou, par exemple, à droite ? Alors qu'est-ce qui reste? Déjà, j'ai oublié, c'est dimanche dernier aussi, il y a quelques jours, c'était l'anniversaire, donc c'était les 60 ans de la création du RPF. Voilà. Mais oui, le Rassemblement pour la France. Exactement, donc le Rassemblement pour la France est absolument nécessaire, et dans ses valeurs, dans ce triptyque, je rappelle que le triptyque du RPF, c'était la souveraineté, le social et les valeurs chrétiennes. Voilà, donc elles sont toujours là, ces valeurs, finalement, au sein de la droite. Elles sont là, et je pense que notamment François-Xavier Bellamy est l'un des héritiers. Donc certains portent encore l'héritage de Pompidou, mais il faut le préserver, le transmettre et surtout se le réapproprier. Voilà. Et là encore, la vision à long terme, on en parlait tout à l'heure. Avec justement une vraie vision à long terme, et c'est ça qui manque dans l'essentiel de nos dirigeants, notamment chez Emmanuel Macron, c'est une vision court-termiste. Voilà, moi ce que j'appelle, et c'est ce que doit faire la droite française, c'est se dire comment on veut imaginer la France dans 30 à 50 ans. Voilà. Voilà, la France à 50 ans, une vision plus longue. Il y a aussi la vision politique. En quelques secondes, il nous reste même pas une minute. La vision politique, c'est aussi revoir les institutions pour la France, parce qu'on voit que le quinquennat, finalement, avec l'élection législative, ça fonctionne pas toujours très bien. Moi, je pense qu'il faut rester sur les institutions de la Ve République, peut-être revoir même certainement la Constitution, notamment pour stopper l'immigration illégale et réduire l'immigration légale. Ça, c'est important. Donc, rester sur nos institutions de la Ve République, et pourquoi pas revenir sur le septennat et aussi le non-cumul des mandats. Voilà, le septennat, le non-cumul des mandats, c'est-à-dire qu'on pourrait retrouver des députés maires, finalement. Exactement, c'est ça, et je pense aussi retrouver une forme une forme d'équilibre démocratique, notamment aussi pour revenir sur et ce sera peut-être là le fin mot de mon intervention, revenir à la sève même de la Ve République, avec le référendum, par exemple, ou alors une motion de censure qui me semble importante à préparer et à poser par les Républicains. Voilà, on en parle beaucoup de cette motion de censure. On va suivre évidemment son évolution. Merci infiniment Thomas Rousseau d'être venu ce matin dans la matinale. Je rappelle que vous êtes secrétaire départemental des Républicains d'Ille-et-Vilaine et coordinateur régional de la campagne de François-Xavier Bellamy. Très belle journée à vous. Merci Stéphane Hamon. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.